Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin à Bretagne. Nous sommes très heureux de passer cette petite heure en direct avec vous comme chaque matin. Alors justement, ce matin, nos invités d'honneur, ce sont les Chevaliers du Fiel, alias Éric Carrière et Francis Ginibre, duo comique originaire de Toulouse. Ils se produisent en Bretagne ces temps-ci. Ils étaient hier soir en représentation Liberté à Rennes, à nouveau ce soir et vendredi soir à Brest. Leur dernière folie, bien écoutez, c'est la famille Lambert qui débarque au sport d'hiver pour vivre un Noël d'enfer. Ça décoiffe, fou rire garanti avec eux dans quelques instants. Dans le reste du sommaire, notre coup d'œil hebdomadaire dans le rétro de l'INA nous amènera en compagnie de Christelle Molina dans l'ambiance surannée, vous le verrez, des vœux de 1965. Ce matin, nous nous intéresserons également à vos droits. Ce n'est pas un sujet qui prête forcément à rire et pourtant il nous concerne tous. Les impôts, avec le passage au prélèvement à la source en 2019, les revenus de cette année seront exonérés, du moins les revenus récurrents. Les explications détaillées dans un instant de Maître Geoffroy Aymonet, notaire à Béton. Nous évoquerons également la mer avec Patrick Soulabaille, responsable du magazine Littoral, qui s'intéresse cette semaine aux sirènes, réputées pour attirer les marins de leur voix mélodieuse. Ce sera dimanche à 12h55 sur notre antenne. Enfin, sans queue de poisson, notre rubrique décoration, nous écouterons les précieux conseils de notre coach déco Aurélie Vérité. Si vous avez des projets d'aménagement de votre intérieur, eh bien restez avec nous. Elle nous donnera quelques idées sur l'agencement d'un séjour ou d'une cuisine. Voilà, sans oublier en fin d'émission, comme vous le savez, comme d'habitude, le débriefing extrêmement inspiré de la comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le menu danse aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je sais que c'est pas évident de se lever le matin quand on a été en spectacle la veille, hein, et c'était le cas pour vous à Rennes, aux Libertés. Oui, mais bon, on est rodé à ça, mais quand même, oui, c'est vrai que... Mais non, mais on voulait vous connaître. Ah, voilà. C'est ça, bien entendu. Alors, je sais que vous aimez beaucoup la Bretagne. Hein, oui. C'est une région... le climat, non, ça vous... C'est pas ce qu'on préfère, mais bon, après, bon, oui, on... Non, mais la Bretagne, c'est... Oui, pour ne pas aimer la Bretagne, il faudrait être un peu fou. C'est comme pour ne pas aimer la Corse ou la Catalogne. Ce sont des belles régions avec des gens qui ont du authentique. Caractère. Voilà, Donc et ça, c'est pas pour nous déplaire. Ouais, ça nous plaît, les gens qui ont du caractère. Donc, on n'est pas spécialement parisianiste, hein, donc ça nous fait plaisir. Vous allez être servi. Alors, vous formez Éric Carrière et Francis Ginibre, un duo talentueux et un peu staccanoviste, on va dire, hein, quelques 200 dates l'an dernier, c'est énorme. Et puis là, une nouvelle tournée qui s'annonce avec 40 villes de programmées. On avait envie de savoir un petit peu, de revenir aux origines, de savoir comment vous vous étiez rencontrés. Alors, c'est pour ça que je vais vous proposer de tirer un premier petit papier. Allez, qui commence? Francis. Allez. Francis, vas-y. Francis, ouvre le bal. Rencontre sur scène. Voilà. Bah oui. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est nos débuts. Ouais. Racontez-nous. En fait, Éric, il a commencé il y a longtemps tout seul. Il avait des sketchs et des chansons humoristiques, et donc il était accompagné de musiciens. Et puis un jour, je sais pas, il a eu un problème avec son batteur. Et moi, à l'époque, j'étais musicien, j'étais batteur, donc je suis venu pour quelques spectacles en remplacement. Et en fait, on ne s'est plus jamais quitté, quoi. On s'est rencontrés, donc voilà, comme ça, on a répété brièvement, et puis on s'est retrouvés sur scène. Et voilà, de suite, c'est passé. On s'est dit, c'est marrant, on a l'impression de se connaître depuis 10 ans. Et voilà, et depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Et ça fait 20 ans que ça dure. Grande histoire, donc. Allez, Éric, à vous. Ah oui. Une petite anecdote, quand même. Ah oui, des moments marquants dans oui, votre carrière, il nous en est arrivé des forcément, trucs quand même, parce que là, on vit le grand moment de notre carrière, à savoir depuis 10 ans, c'est plein partout, tout le monde nous aime, mais on a connu une période moins évidente. Oui. Et donc, à cette époque-là, on jouait partout et tout le temps, parce qu'on était persuadés, surtout moi d'ailleurs, que ça serait notre tour, un de ces quatre. Donc, on jouait. Et un jour, on jouait dans les Landes, et la scène a commencé à bouger pendant qu'on jouait. Alors, les gens normaux, évidemment, ils auraient dit la scène bouge, on devrait vérifier. Nous, non. On a continué à jouer. Donc, après, un bout de la scène est tombé, puis un autre, puis la scène est tombée. Et on jouait avec ça. Et on a fini par jouer sur les poutres qui maintenaient la scène. Et on a fait tout le spectacle comme ça. Les gens, des années après, nous écrivent encore pour nous en parler. Il paraît que c'était un grand moment. Nous, on a vécu ça surtout comme un moment où il fallait qu'on joue pour toucher notre cachet. Donc, de toute façon, on jouait. On a joué dans des orages, des inondations, des scènes qui contre une tempête en plein air. On a joué partout comme des gens qui veulent s'en sortir. Ouais, c'est votre côté breton aussi. Hein. On lâche rien. C'est ça, ouais. C'est un peu têtu. On s'accroche, il faut ramener le poisson. Jusqu'au bout. Allez, vous restez avec nous. Je vous propose maintenant non pas une plongée dans le vide, mais une plongée dans nos archives. On va recevoir tout de suite Christelle Molina, la déléguée régionale de l'INA Atlantique.
Bonjour Christelle. Bonjour. Ou alors Laurence. vous êtes du genre pareil et vous accrochez jusqu'au bout. Vous savez votre Vous êtes une caractère belle breton. archive. Ouais. Oui. Ah ouais. Je peux me permettre. Je sais pas comment je vais le Ah, si, c'est un compliment. Ah, c'est un compliment, d'accord. Alors on va revenir en arrière justement avec vous, Christelle. Eh ben Qu'est-ce que oui, vous avez j'ai- choisi comme Alors, archive? j'ai choisi une archive de décembre 1964 parce que c'est les vœux des Bretons et exactement des Rennais pour l'année 1965. Donc c'est un micro-trottoir. Bon, c'est des archives assez rigolotes en fait. Bah, je vous laisse découvrir. Allez, on regarde tout de suite ces archives, les vœux des Bretons pour 1965. Mon capitaine, je vous vois capitaine des chasseurs alpins, vous êtes habitué à la neige. Que souhaitez-vous pour 1965? Bien, ma foi, d'abord du beau temps, le plus tôt possible pour passer les fêtes dans de meilleures conditions, pour pouvoir circuler un peu, et puis le maximum de bonheur pour tout le monde, si c'est possible. Beaucoup de choses d'ailleurs, parce qu'en ce moment, je vais voir mon enfant qui est à Pontchaillou et qui est très malade. Alors déjà, rien que ça, je voudrais un bon rétablissement. Autrement, une amélioration à tout point de vue sur le travail, le budget, un peu sur tout. Parce que d'ailleurs, moi, ce que j'aimerais le mieux, ce serait d'avoir un logement, puisque nous sommes que dans 2 pièces et nous sommes 10. Alors déjà, rien qu'un logement, ce serait beaucoup plus agréable pour nous. La baisse de l'essence. Je souhaite que tout aille pour le mieux, qu'il y ait une bonne circulation, qu'on n'ait pas trop d'accidents. Et de cette façon-là, tout ira bien. Beaucoup de bonheur pour tout le monde, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, voyez-vous. Et pour vous en particulier? Pour moi en particulier, la réussite dans les affaires, si on peut dire. La santé, le bonheur. Pour moi qui suis dans le service urbain, j'espère que la circulation ira beaucoup mieux et qu'il y aura beaucoup d'améliorations. Monsieur, que souhaitez-vous pour l'année 1965? Du beau temps. Mais encore? Je sais pas, bien des choses forcément. Par exemple? Gagner pas mal de compétitions en 65. Et je fais du cyclocross, alors je voudrais bien en gagner quelques-unes quand même. C'est ça. D'être reçu au brevet. Qu'il y ait beaucoup de permissions pour moi, que l'accueil vienne assez vite. Voyez-vous, pour moi c'est un très beau jour parce que je prends ma retraite cette année. Alors, pour moi, une bonne santé pour toute la famille, bien entendu, et pour tous mes malades, pour tous les gens que je soigne. J'en souhaite de ne pas avoir besoin de moi cette année. C'est-à-dire que le mauvais temps dure le moins longtemps possible, parce que c'est pas agréable de voyager quand il fait froid, évidemment. Hein. Et puis alors ici à Rennes, on souhaite tous que l'électrification vienne au plus vite. Oh, d'abord une vie meilleure, beaucoup d'améliorations à tout point de vue, habitat, puisque je travaille aux HLM. Et puis, je sais pas moi, que tout le monde soit heureux, qu'on découvre beaucoup de choses au point de vue médecine et je sais pas moi, que tout ce que tout le monde peut souhaiter. Monsieur, quel vœu formez-vous pour 1965? Je souhaite de tout mon cœur un beau soleil pour l'année 65. Un beau soleil qui chauffe la Bretagne tout entière. Oh, comme je suis mariée, je voudrais bien un enfant, un petit garçon de préférence, et qui ressemble à mon mari. Beaucoup d'enfants. Du bon temps pour commencer. Du bon temps, je ne sais pas, moi, la prospérité, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de bon. Des beaux programmes à la télévision. De bons résultats à l'école, meilleurs que cette année. Que tout se passe bien, aussi bien pour les en politique qu'ailleurs. Il faudrait, je sais pas, que tout le monde s'entende, quoi, dans tous les peuples, partout. Une année aussi bonne que cette année, au moins. À tout point de vue, même du point de vue politique. La paix dans le monde. La paix dans tous les peuples. C'est tout, monsieur, ce que vous souhaitez? C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal déjà, effectivement. ouais. C'est fabuleux ces archives Ah, quand c'est même. vrai. C'est génial. Là, ouais, c'est vintage. Ah bah 64. Les coupes, les. Mais ça parle plus que des débats, hein, parce Ouais, c'est vrai. qu'on voit comment ils étaient habillés, comment ils parlaient, Ouais, leurs puis celles qui préoccupations. témoignent. On a quand même remarqué qu'en Bretagne, ils souhaitaient tous du beau temps. C'est vrai. Mais enfin, bon. Ça, c'est les sudistes qui parlent. Là. Ouais. Bon, bah, vous voyez. Alors, Christelle, du coup. Alors, on voit que les Français, et particulièrement les Bretons, aspirent quand même tous à la paix. On est tous... Ouais. C'est un peu un marronnier, ça. Hein. On aspire à la paix, mais aussi pourquoi? Parce que c'est la guerre froide, on sort de la guerre d'Algérie, ça fait 2 ans, voilà. Et puis, on aspire à un meilleur niveau de vie, à un mode de vie plus Oui, la femme qui vit confortable. À 10 dans 2 2 pièces, ça veut pièces, dire à 10. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'est la période, en même temps, des années 60, où on crée des zones urbanistiques, on développe les HLM, donc le confort arrive en France et les Français sont de plus en plus, ont un meilleur niveau de vie, ça c'est vrai. C'est quand même une période plus agréable. C'est plus la reconstruction, c'est la construction. Voilà. Mais 64, c'est aussi une période riche.
parce que c'est la naissance en fait de Bretagne Actualité, ça je souhaitais le dire, parce que mine de rien, c'est aussi la raison de notre présence ici. Sur l'ORTF, donc à l'époque. Ouais. Exactement. Sur et la l'ORTF. seule chaîne qu'il y avait. Et oui. Avec un décrochage tous les soirs, je me souviens de ça. Voilà, ça passait sur la chaîne première, je crois. Ouais. C'était ça, voilà. Et puis, côté sport, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1964, juin 64, vous n'avez pas une petite idée? Les coulisses de l'exploit. Alors, c'est sur la voile. Un événement sportif. La voile. Un grand nom, Tabarly. Mais en voile, oui, je peux parler. Donc, le premier Français qui remporte la Transat anglaise. Exactement. La Transat anglaise. Sur Penwick 2. Il est arrivé, quand il est arrivé, il ne savait pas qu'il avait gagné. Vous savez ça? Non, parce qu'à l'époque, les gens, ils ne pouvaient pas communiquer comme on communique. Oui, forcément. Donc, il a passé la vie. Et puis quand il a passé, il a dit alors, on lui dit, t'as gagné. Et il a été personnellement félicité par le général de Gaulle à l'époque. On connaît après toute sa carrière. Et enfin, je voulais parler de Guy Cotten, parce qu'en tant que Breton, qui va créer son premier hangar, modeste hangar, et développer le ciré jaune qu'on connaît tous dans une toile synthétique allemande. Voilà, ce petit bonhomme noir sur fond jaune. Voilà. Alors, juste un petit mot, si vous avez envie d'aller voir les archives de l'INA, pour l'Épiphanie, il y a, et j'ai une question justement pour vous là-dessus, quelle est la galette bretonne pour les Bretons? Est-ce que vous savez ce qu'est la galette bretonne pour les Bretons? Le phare breton, non. Presque, c'est pas loin. Alors, quelque chose qui est plein de beurre et plein de sucre. On n'est pas loin. Ouais, mais c'est le... la galette au beurre, c'est... non. Alors, il y a beaucoup de beurre et beaucoup de sucre. On a mangé ça hier à Rennes, on a testé une crêperie géniale, mais j'ai jamais mangé autant de beurre en si peu de temps. Et c'est le Queen Yaman. Le Queen Yaman, forcément. Oui, j'aurais un problème alors, je vous invite à aller sur ina.fr et de regarder une archive sur l'Épiphanie. Et vous allez voir en 1965. Et il y a la fève dedans aussi. Je crois qu'ils ont un petit peu de mal. Ça peut se rajouter, c'est pas un problème. Voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour ce petit coup d'œil dans le rétro qui nous a fait bien plaisir. On va revenir à vous. Alors mais Avignon, c'est un peu votre port d'attache, votre... Oui, on est né. Enfin, les Cheveux du Fiel, c'est né à Avignon. C'est né à Avignon. Au festival, oui. Au festival Off, c'était en 90. Vous présentez votre premier spectacle, le détournement d'avion le plus fou de l'année. Oui. Comment vous l'aviez écrit, ce spectacle ? Pourquoi cette idée-là de détournement d'avion ? Parce qu'en fait, d'abord c'était un spectacle où il y avait en même temps de la musique, c'était pas une comédie musicale, mais il y avait en même temps de la musique et de la comédie. Et puis surtout parce que c'était un spectacle interactif, c'est-à-dire qu'on prenait la salle en otage, quoi. On faisait en détourne. Voilà. C'est des trucs qu'on pouvait faire il y a 20 ans et qu'on peut plus faire aujourd'hui. On peut plus faire aujourd'hui parce que ça fait, ça fait moins rire. Mais déjà, il y avait plein de détournements d'avions à ce moment-là, c'était dramatique, mais on pouvait dédramatiser ce genre de choses. Ouais. Mais en fait, le monde a un peu changé, le monde des médias et tout ça. C'est qu'on ne peut pas dire qu'il y ait de la censure, mais de l'autocensure beaucoup. Vous la ressentez, vous ? Oui. Est-ce que vous-même, vous vous autocensurez ? Non. Jamais. Non. Ça rassure. Mais beaucoup d'humoristes de la génération qui arrive, comme ils ont été fabriqués pour la télé, ils font des produits pour la télé. Ouais. Et dans les produits pour la télé, il y a comme des partout, choses à ne pas dire. Nous, à l'époque, on faisait des produits et on espérait qu'ils passeraient à la télé. Et quand ils passaient à la télé, on les changeait par... D'ailleurs, ce qu'on fait en ce moment, on est à la radio tous les jours, on ne change rien. Et puis, voilà, c'est notre vie. Mais donc, on a eu la chance de se faire connaître un petit peu avant cette vague-là. Et donc, maintenant, on ne nous dit plus rien, parce que quand on invite les Chevaliers du Fiel, Drucker, il nous a beaucoup, à nos débuts, beaucoup aidé, non seulement en nous invitant beaucoup, mais aussi en nous laissant faire ce qu'on voulait faire. Et ça, c'était absolument... On le remerciera jamais assez. D'ailleurs, on se voit souvent, et à chaque fois, on lui dit, mais quand même, c'était gonflé de nous laisser faire ça. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne pourrait plus, aujourd'hui. Aujourd'hui, ils fabriquent des buzz, ils fabriquent des scandales, c'est programmé 48 heures à l'avance, comme ça tout le monde est là. Et nous, c'est pas notre vie. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs autant de gens nous aiment, c'est qu'on n'a rien trafiqué. On a fait tout en authenticité. On a fait comme on voulait. Voilà, comme vous vouliez. Alors justement, on vous avait rencontré à Avignon, c'était en 2016. On va voir un petit peu ce qui vous attache à cette ville, de la Cité des Papes. Allez. Voilà, ce que j'aime à Avignon, c'est le temps. C'est aussi le soleil. Le soleil, la chaleur. Ils se sentent chez eux dans la ville d'Avignon. Une évidence depuis qu'ils jouent dans leur théâtre, ouvert en 2009.
Vous mettez des freins aussi sur le deuxième étage, là? D'accord. Ah là là. Mon Dieu, enfin, j'ai quand même quelquefois des aventures. Ah, il faut bien. Mais vous savez, les hommes, c'est la pochette surprise. Ah oui. Comme je dis toujours, les hommes, c'est comme la neige. On sait jamais combien avoir de centimètres, ni combien de temps elle va tenir. Vous avez bien raison, oui. Ce lieu les a révélés en 1990. Originaire de Toulouse, le duo comique se produit pour la première fois dans le festival Off. Ils en gardent un très bon souvenir. On se retrouvait avec tous les mecs qui démarraient à l'époque, c'est-à-dire Bigard, là-dessous, il y avait qui, il y avait tout le monde, il y avait Tilsit, il y avait... on était toute une bande. Alors il y en avait qui avaient déjà du succès, puis il y en avait qui n'avaient pas encore de succès. Nous, on avait du succès à Avignon, beaucoup déjà, mais à Paris, non. Si les Chevaliers du Fiel enchaînent sur scène les rôles hauts en couleur, Ce son de chiotte que tu me sors là, tire. en coulisses, ils gèrent les 3 salles que compte le théâtre, avec l'aide de Christophe, leur ancien assistant de production. Théo l'a déjà eu. Ils ne font pas partie, si ça existe, mais je crois que oui, de ces artistes qui ont des petits assistants qu'ils négligent. Voilà, c'est pas du tout leur genre. Ces artistes ne sont pas souvent dans la Cité des Papes. Le duo donne jusqu'à 250 représentations par an dans tout l'Hexagone. Ils battent des records d'audience à la télévision. Difficile dans ces conditions de passer incognito. Et il se reprend en photo, en fait. Au détour d'une place ou à la terrasse d'un café, c'est là qu'ils puisent leur inspiration. On est de retour. Ça va. Tout le monde refait le monde autour d'un verre, que ce soit de pastis ou de rosé. Ce qui est vachement bien, c'est les marchés, les salons de coiffure, les bars, les boulodromes, les quais dans les villes où il y a des ports. Parce que là, il y a plein de gens assis au soleil toujours qui discutent. Ici, tout rappelle leur début de carrière. Rappelle-toi, Eric. Voilà, nous voilà. Notre premier festival d'Avignon. Devant le bar de la Civette. Et notre premier succès a été clôturé par Ici. un repas. On s'était juré on n'avait pas un rond, on s'était juré de venir manger des spaghettis bolognaises. Pour Eric et Francis, travail et plaisir sont intimement liés. Ah, super. Ça, c'est génial. Monsieur Christian Etienne. L'ami de toujours les accueille chez lui, à 2 pas du Palais des Papes. Le chef étoilé à la retraite se met volontiers au fourneau pour les 2 humoristes. Et là, Ça devient sexy. c'est très sexy, ouais. Le ça vient du foie de la volaille. Pour nous, c'était l'acidité et l'amertume. L'amertume, voilà. C'est-à-dire, on voulait, comme on faisait un spectacle qui s'appelait Le Détournement d'avion, et qu'à ce moment-là, il y avait un feuilleton très connu, qui est encore connu, qui s'appelait Les Chevaliers du Ciel. Ah oui. On s'est dit, on va faire Les Chevaliers du Fiel. De tout ça. Fin gourmet, amateur de vin de la vallée du Rhône, Eric et Francis apprécient ces moments de détente. Des moments de détente. Vous êtes des bons vivants tous les deux. Ah oui, ça, c'est clair. des épicuriens, oui. Vous savez apprécier les bonnes choses. On a monté un restaurant à Toulouse. Et pour le plaisir, parce que voilà, donc il y a toute une équipe, c'est pas nous qui faisons la cuisine. Mais on fait plein de trucs comme ça. Parce qu'on a un théâtre à Avignon. Mais alors c'est ça, alors il y a un théâtre à Toulouse et un théâtre à Toulouse. Et une salle de musique aussi. Ouais. Voilà. Vous êtes multicarte, multifonction. Oui, mais c'est par esprit de faire des choses que c'est chouette de faire des choses. C'est pas quand ça s'est mis à marcher, on disait aux journalistes, mais on aurait pu aussi acheter des appartements et les louer à des Allemands en vacances, mais c'est pas tellement notre truc. Donc, préfère inventer un restaurant, trouver un bon chef. On a des serveurs, il y a des mecs super jeunes, ils ont appris le métier chez nous, ils sont chez nous, bref. Enfin, tout ça, c'est vivant, quoi. Ouais. C'est une vie. Appelez votre théâtre le Paris, c'était faire un pied de nez à la capitale qui au début n'a pas forcément non, il s'avérait que le théâtre s'appelait déjà le Paris parce que c'était l'ancien cinéma. Voilà. C'est quand même drôle. Ouais. Mais ça vous convenait bien, vous n'avez pas changé le nom quand même. Non, on ne change pas les noms. C'est comme les bateaux, les théâtres, on ne change pas les noms. Ah, c'est ça. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure des bateaux, justement. Vous avez des sketchs incontournables, bien sûr, le salon de coiffure, discussion autour d'un pastis, les employés municipaux. Ah ouais. On fait un film d'ailleurs qui sort en avril. Ouais. On a fait un long métrage qui sort en avril sur les employés municipaux. Sur les employés municipaux. Pourquoi ils vous inspirent autant, ces employés municipaux? Vous les avez observés longuement en terrasse des cafés? Oui, parce qu'à nos tout débuts, on jouait dans des théâtres municipaux. Et les gens qui travaillaient dans le théâtre municipal, c'était des employés municipaux. Oui. Le mec, il était à la voirie 15 jours avant, il se retrouvait au théâtre. Et France 3. Ouais. Et donc, voilà, ils nous ont beaucoup inspirés. Ouais. Et puis, parce que ce sont des personnages universels que tout le monde connaît. Je veux dire, la caricature, c'était le Quentin
cantonnier à l'époque dans le village. Et voilà, le type qui balaye dans la rue, tout le monde le voit passer. Ce sont des gens évidemment super, il y en a plein de différents, mais ils sont très riches, très sympas. Et puis en plus, on en a fait des héros parce que c'est quand même des gens qui se lèvent à 4h du matin pour vider les poubelles. Personne ne leur dit bonjour, personne ne leur dit rien. Mais ça part que s'ils le font plus, ça s'arrête quand même. Ouais. Et ils sont, voilà, donc sont des gens bien. Et puis il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que nous-mêmes, dans nos sketchs, on les traite de feignants, mais pour rigoler. D'ailleurs, ils nous disent que c'est pire en vrai. Mais c'est pour rigoler. Mais en fait, le problème des employés municipaux, c'est que quand ils s'assoient pour glander, comme ils travaillent dehors, on les voit. Alors qu'à la Sécu, quand ils sont dedans, assis, personne ne le sait. On va avoir des petits soucis avec les gens de la Sécu. Oui, vous aurez du courrier. Oui, je pense. Ce qui vous inspire, c'est ça. C'est finalement les gens accessibles, les gens, les problèmes réels, en fait. Les travers de tout le monde, en fait. Ce sont les nôtres, nos voisins, nos amis, les gens de notre famille. Donc c'est pour ça qu'en même temps, voilà, on dénonce les petits travers, mais en même temps, il y a beaucoup d'humanité et d'amour pour ces gens-là. C'est pas une méchanceté. Ils s'identifient, mais ils s'identifient gentiment. Monsieur et Madame Lambert, là, ils ont des problèmes de couple, des problèmes de désir, des problèmes de tromperie, des problèmes que tout le monde a. Et souvent, dans la salle, on entend une femme dire à son mari, c'est exactement toi. Et ça, c'est le plus grand compliment, parce que c'est ça qu'on veut faire, montrer ces espèces c'est un clin d'œil sur la réalité, légèrement décalée. Et c'est souvent des analyses que moi, je trouve plus performantes que des grands débats. Un peu comme les archives, quoi. Oui, les archives, c'est génial, parce qu'on voit on dira jamais, c'est une pensée, on comprend, en une image d'archive, on comprend comment ils étaient habillés, quels étaient leurs problèmes, etc. Et aussi qu'il ne faisait pas beau à ce moment-là, en Bretagne. En 64. Maintenant, ça s'est arrangé. Je vous rassure tout de suite. Je vous rassure tout de suite. Eh bien, écoutez, je sais que, Éric, vous êtes un passionné de mer. Oui. Eh bien, on va tout de suite accueillir Patrick Soulabaille, qui est le responsable du magazine Littoral, qui va nous parler des sirènes. Je ne sais pas si vous en avez rencontré beaucoup, mais lui, oui. On l'accueille tout de suite. Expert en sirènes, Patrick Soulabaille, bonjour. J'aimerais bien, franchement. J'imagine. Toutes les femmes que j'ai croisées ce matin me disent « tu vas parler de moi ». Donc, je ne citerai pas de nom. Non, je vais commencer par deux petites questions. Si je vous dis, auprès d'une sirène, une femme poisson, j'ai reçu de l'amour, la première leçon, en avalait la première arête, ça vous fait penser à quoi ? C'est du Brassens. Ouais, je sais pas, ça peut être Brassens. Brassens, en effet, sublime pour être enterré sur la plage de Sète. Bravo, un point. Si je vous dis, un peu de politique, si Macron était une femme, ce serait une sirène qui attire ses proies vers le fond. Ça, c'est un opposant. C'est Mélenchon. Non, c'est Nadine Morano. Bon. Comme quoi, les sirènes... Aucun commentaire sur Morano. Les sirènes, comme si des politiques pouvaient quitter un parti pour aller ailleurs. Comme si Morano pouvait avoir une pensée. Séduit par le chant des sirènes. Non, les sirènes, en fait, ça inspire énormément. Évidemment, on connaît le folklore scandinave avec les sirènes qui, elles, sont décrites comme des femmes avec une poitrine et des gros mamelons. C'est une petite précision, on voit une image. La sirène de Copenhague. La sirène de Copenhague, qu'on ne va pas tarder à voir. Il y a aussi, dans la Caraïbe, elle s'appelle Mamiwata. En fait, les sirènes, on les trouve partout. Dans l'Odyssée, évidemment, avec Ulysse, tout le monde connaît. Là, elles sont différentes puisque ce sont des femmes poissons, mi-oiseau, à ne pas confondre avec la Scandinave. Alors, des grands navigateurs, apparemment, en auraient aperçu. Véridique. Éric, est-ce que vous en avez déjà vu ? J'en ai vu dans des bars. Mais en général, oui, enfin bon, voilà, bref. Mais oui, non, tout le monde rêve d'en voir. La seule sirène que j'ai vraiment vue, c'est la sirène des pompiers, mais ça n'a rien à voir. Tu l'as entendu. Non, vous ne devinerez jamais qui on a soi-disant vu, Christophe Colomb. Christophe Colomb aurait aperçu en 1493 3 sirènes près des côtes de Saint-Domingue. Bon, personne n'a vérifié en même temps. Il a précisé quand même dans ses écrits qu'elle n'était pas aussi belle que l'on pouvait le penser. Même Lina n'a pas l'archive. Lina n'a pas l'archive. Et lui, il n'avait pas vu autant de robes que ce qu'il avait espéré. En 1850, un navire américain en aurait aperçu une d'une grande beauté du côté de Hawaï. Voilà, c'est les deux seules sirènes, visiblement, qui ont peut-être en train de danser, je ne sais pas. Donc, c'est un rêve de voir une sirène.
Oui, c'est un rêve. Hein. On fait du bateau, on se dit, s'il pouvait y avoir une sirène. Oui, j'en ai pas vu non plus beaucoup. J'ai fait du bateau, mais voilà, c'est assez étonnant. Il faut voir plus de quand rôles, même. Patrick, c'est pour ça. C'est assez étonnant. Alors bon, les sirènes font rêver, on le sait. Nous, on a, je vais vous présenter un extrait qui va passer dans l'émission Littorale de dimanche. Ce sont les sirènes de l'Atlantique. Et on s'est intéressé au phénomène. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, puisque aujourd'hui, il y a des écoles de sirènes, il y a des concours, des championnats du monde de sirènes. Donc on va voir un petit extrait avant de discuter des sirènes. Donc vous allez partir dans l'eau pour faire un équilibre. Donc on part vers le fond de l'eau et tout doucement, je vais rentrer le menton et je me retrouve sur le dos. Je fais une ondulation sur le dos et je remonte. Allez vous essayer et puis on voit ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Alors faut pas plier les genoux, là t'as fait une vraie galipette. Il faut regarder le ciel et sortir le ventre de l'eau. Cette école de sirènes dont rêve Ingrid existe à Quimper. Elle a été créée par Marine Grosjean. La jeune femme a été championne du monde de monopalme. Elle a donc toutes les qualités requises pour enseigner la nage ondulatoire. 1, 2, 3. Devenir sirène, ou triton, c'est une façon de faire du sport tout en s'amusant. Qu'est-ce qu'on a comme sensation particulière quand justement on nage avec les jambes comme ça entravées ? Eh ben, un sentiment de grâce et de liberté. Ah ouais. Et la part de féminité qui se dévoile, c'est vrai. Alors, la sirène est en fait un triton, un petit peu muté. C'est un reportage très sympa. Là, vous voyez une image j'aimerais bien essayer, moi. Une image de squelette de sirène. Alors. Ah ouais. Oui, en vrai. Ah oui. En vrai, c'est vraiment exposé. C'est au musée de Copenhague. Ah ouais. Donc évidemment, il y a de l'humour, c'est bien. Alors, vous savez qu'il y a quand même des gens qui pensent que les sirènes existent pour de vrai. Hein. C'est pas une blague. Il y en a aussi 1 Français sur 10 qui croit que la Terre est plate aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y a eu une enquête qui a été faite. Il y a des gens qui pensent que la NASA a fabriqué les images de l'alunissage. Ah oui, là on est dans le complot. Là. Il y en a beaucoup de complots. Il y en a qui pensent que Trump est un écologiste. Alors là, vraiment, on est dans Donc, le comme rêve. disait Einstein, il y a 2 choses qui sont infinies dans ce monde. La connerie. L'univers et la bêtise humaine. Oui, voilà. Encore que pour l'univers, je n'en suis pas tout à fait certain. Donc on en est là. Hein. Juste quand même, si ça vous intéresse, il y a actuellement, on peut postuler pour être sirène. Ah. Il y a des places jusqu'au 11 janvier. Il est temps de le faire. Je vous dis ça vous intéresse peut-être. On peut postuler où Alors c'est en Floride, au parc Week-Watché. Ah oui. Bon, déjà, au moins l'eau est chaude. Oui, bien. alors, Ouais, c'est test déjà ça. d'aptitude. Il y a également, l'eau est à 23 degrés, hein, donc ça va, c'est pas mal. Il y aura des figures à réaliser, il faut s'entraîner. Et puis, c'est payé 8,35 € à l'heure, par heure. C'est pas terrible. Moi, c'est pas un métier d'avenir, quand même. Non. Ouais, sirène à Miami. Bon. Faut voir, vous voyez. Ouais, Vous qui vouliez essayer, on en vient il y a tourner moyen. un téléfilm à Miami. Mais on n'a pas vu de. Non, pas vu de sirène. On a vu des trucs qui ressemblaient quand même. Non, mais ça fonctionne de plus en plus parce que tout simplement, dans les parcs d'attractions comme ça, il y a le problème des animaux qui sont malmenés. Donc, on essaie de remplacer les spectacles. Vous allez avoir des ennuis. Par des femmes, donc. C'est ça que vous alliez dire. Faire des sirènes. Ah ouais. Il est temps de s'arrêter. Il faut attirer le public. Ouais. C'est Walt Disney qui a relancé ça les aussi. sardines aux sirènes. Oui, aussi, la petite parce que quand on voit toute la génération là, qui faisait les sirènes dans l'eau, là, c'est quand même des jeunes qui ont été bercés par ça, hein, la petite sirène. Complètement, mais ça fait rêver. Je sens qu'il y a un prochain spectacle qui va inspirer les Chevaliers du Fiel sur les sketch, chez Drucker, je me vois bien faire les deux au bistrot avec un qui dit que sa femme voudrait être une sirène. Bon, on veut le copyright là-dessus. Ça va pas passer dans le machin. Je sens que ça va être C'est bon, j'ai la chute. Vous avez quand même remarqué que les images de sirènes, les filles sont toujours plutôt belles, gracieuses. Hein. Après, il y a des mecs, on a vu. Pour être sirène, un peu moins beau et gracieux. oui aussi. Il y a des travestis sirènes, comme on dit. Un travesti Pour être sirène, il vaut mieux être belle. Un hippocampe. Sirène, il faut être belle et rebelle.
plutôt que moche et remoche. Et donc, vous, franchement. c'est votre truc, vous, les sirènes, quoi. Ah ouais, C'est non, ça. non. Il est expert en sirène, vous le dites. Non, mais c'est amusant parce que lorsqu'on nous a proposé ce reportage sur les sirènes, Il est de qui ce reportage d'ailleurs? Nathalie Marco, Voilà, Nathalie une très Marco. bonne réalisatrice. Quand même. Sur le coup, j'étais un peu dubitatif en me disant mais où est-ce qu'on va aller avec ce reportage? Et finalement, on se laisse complètement embarquer par l'histoire. Non, mais c'est bien. Elle parle de l'Odyssée, elle parle justement du folklore. Et c'est très, très sympa parce que la sirène en question, qui s'appelle Ingrid Fabulès, si ma mémoire est bonne, a été championne du monde. Et elle a joué le jeu, elle a plongé dans une eau à 19 degrés. Et elle est sortie frigorifiée, hein. Franchement, du tournage. C'était des conditions difficiles. Et il y a son prince charmant qui l'attend, son petit copain, qui la prend dans les bras. Elle tremble dans les bras. Il n'a pas chopé au filet, alors? Non, je ne sais pas comment il l'a chopé, mais c'est bien fait. Ce reportage est très bien fait. Bon, et ben ce sera donc dimanche à 12h55 sur l'antenne de France 3 Bretagne. On a 2 téléspectateurs assurés pour ce jour-là, c'est sûr. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on revient à vous, Éric et Francis. Votre dernier spectacle, ça s'appelle Noël d'enfer. Ça signe l'ultime volet d'une trilogie. C'est l'histoire de la famille Lambert. Enfin, l'ultime volet, peut-être pas, Non, pas d'ailleurs. l'ultime, parce que je suis en train d'écrire le suivant. Finalement, ça ne sera pas une trilogie. Les Lambert chez les sirènes. Ouais. Non, ça va être les Lambert qui font du camping-car. Phénomène social et sociétal énorme. Alors, on a eu En vacances, on a eu En Vacances croisière. d'enfer, Croisière d'enfer. Là, c'est Noël d'enfer. Donc, ils sont à la neige. Ça m'embêtait trop de ne pas faire un truc sur les camping-cars. Voilà. Ça, c'est à venir, c'est la suite. Alors, on va regarder d'abord un petit extrait, un petit teaser du spectacle Noël d'enfer, et puis on en parle juste après. D'accord. Tu regardes, tu fais le cul de poule, regarde. Ta mère le faisait déjà, ça. Et à la fin, c'était plutôt le cul de dindon, mais... J'ai l'impression qu'il neige de plus en plus. Ah bon? Oh, tiens, regarde. Bonjour, je m'appelle Saïd. Je suis un migrant, je suis syrien. Oh putain! Ivan Rebrov. Bonjour. Ça va durer longtemps à te faire des skis dans l'appartement? C'est ça! Parce que j'en parle avec Monique, j'ai dit à Monique, qu'est-ce qu'ils en font de toute cette neige à la fin de la saison, que quand il va l'hiver, il y en a, que quand il va l'été, il y en a plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'elle me dit pas, Monique? Tu vas voir comme elle est con. Elle me dit, eh bien, mais à la fin de la saison, la neige est forte. C'est moi qui fais le mois de décembre sur le calendrier des pompiers. À cause des boules. Eh oui. Vous auriez pu faire octobre avec le glas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce que je préfère, c'est ta voix. Ta voix qui sonne comme un petit ruisseau qui coule dans les montagnes. On me l'a souvent dit. C'est impressionnant. Combien de personnages vous campez tous les deux? Une dizaine. Une dizaine. Voilà, vous changez toutes les 10 minutes, vous changez de personnage? Oui, le spectacle est autant derrière que devant. J'ai Parce l'impression, qu'on se change vite, on a un assistant et on se change très vite. Mais on aime bien ça, on est resté des gamins. Hein. Donc on se déguise, on dit tout ce qu'il ne faut pas dire et les gens aiment bien et nous aussi. Bon. Vous écrivez comment les spectacles? Vous écrivez vraiment à 4 mains? Non, c'est Eric qui écrit. Eric. Oui, ouais, j'écris moi, depuis le début. Bœufs, j'arrive pas à faire des bœufs. Non, mais on s'est dit qu'au bout d'un moment, c'est aussi une sagesse, c'est-à-dire qu'on se dit, chacun fait ce qu'il sait faire. C'est pas bon, voilà. Moi, par exemple, je ne peins pas, je ne dessine pas, et tout le monde est content que j'ai arrêté ça. Par contre, écrire, moi, j'ai toujours écrit, donc voilà, j'écris. Vous pourriez jouer la comédie l'un sans l'autre? Parce qu'on a le sentiment que vous êtes inséparables. Certainement, mais on n'a pas envie, en tout cas. On s'est ennuyé. On a fait un autre long métrage il y a 2 ans, et, qui était comment on peut dire, l'adaptation d'une pièce où on faisait tous les rôles et où finalement on a donné les rôles à d'autres comédiens et que des gens qu'on aime, hein, et qu'on a choisi. Pour autant, en juin, on était très impatients parce que nous, on va plus vite. Et on n'a pas besoin... Enfin, je ne sais pas comment dire. C'était assez frustrant, finalement. Mais on pourrait... Oui, bien sûr, on n'a pas de projet. Dans les films, là, dans le film qui va sortir au mois d'avril, on n'est pas seul. Hein, il y a toute une tribu. Il y a notamment Bruno Locher, un ancien des Déchiens, là, voilà. Alors, c'est un coup de foudre littéral avec lui, c'est-à-dire qu'on a trouvé un mec qui était dans notre univers et on s'entend vachement bien. On a plein d'autres projets.
Donc on fait des très belles rencontres. Sophie Mounico aussi qui jouait, les gens s'en rappellent sans doute, la blonde dans H, dans la série H, l'infirmière, qui est une comédienne somptueuse. Voilà. Donc ça s'appelle Les Municipaux et ça sort au mois d'avril. Le 25. Alors d'ici là, vous allez commencer à écrire donc un nouveau spectacle. Ça y est, c'est commencé. Du camping-car. Ouais. Comment vous avez fait une immersion dans les campings ou suivi des camping-caristes? Les camping-caristes, c'est dur de les éviter déjà. Ouais, ça fait déjà tellement d'années qu'on se fait chier derrière eux sur les routes. Et puis, en fait, les idées comme ça, elles viennent pas du jour au lendemain. Par exemple, l'histoire de camping-car, moi, ça fait 10 ans que j'écris des trucs sur les camping-cars, les gens qui en font, tout ça, dans des sketchs pour la radio, etc. Et puis au bout d'un moment, on se dit, on a tellement de matériel, ça vaudrait le coup de le faire. Parce que c'est... D'ailleurs, ça va se passer pas loin de la Bretagne, parce que la personne est d'accord, mais ça se passe en face du Mont-Saint-Michel. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est la Bretagne ou la Normandie. Il y a un grand débat. Mais voilà, ils se posent là avec leur camping-car. Et en fait, elle ne voulait pas faire de camping-car parce qu'elle n'aime pas l'aventure. Lui, il rêvait d'un camping-car. Il arrive à la convaincre. Elle a dit, d'accord, mais je veux qu'on dorme en face du Mont-Saint-Michel. Et ils dorment en face du Mont-Saint-Michel. Ils sont heureux, ils mettent toute la nuit à caler le camping-car pour qu'il soit vraiment horizontal, pour que l'eau s'évacue comme il faut. Donc ça prend déjà un temps pas possible. Et le matin, au moment où elle ouvre, elle croit voir le Mont-Saint-Michel, il y a un autre camping-car qui s'est mis devant. Et la guerre commence. C'est tout le problème des camping-cars. Voilà. On n'est jamais seul. Ouais. C'est vrai, tous les beaux endroits de France et d'ailleurs, il y a toujours 3 camping-cars dans le virage et qui bouchent la vue. Et c'est souvent des gens très sympas. Et ils ne se rendent absolument pas compte que... Mais c'est vrai que c'est un vrai phénomène, les camping-cars. Ah oui, c'est un phénomène. Ouais, c'est un phénomène. Nous, on dit dans les gens qui font du bateau, on dit les mecs qui font du camping-car, c'est ceux qui n'avaient pas les couilles d'avoir un mât. Non, c'est ça, ouais. C'est le bateau de ceux qui ont le mal de mer, quoi. Oui, et puis c'est moins... mais c'est bien, tout est respectable, on les adore, les gens qui font du camping-car. Ça ne sera pas méchant, ça sera comme le reste. Vous ça sur scène. Ça sera une plaisanterie, voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin nous présenter votre dernier spectacle. Vous serez donc en représentation ce soir aux Libertés à Rennes à 20h30 et puis au Brest Arena, au Zénith de Brest, vendredi soir à 20h30 également. Alors vous restez avec nous, on va maintenant évoquer un sujet qui ne va pas forcément vous faire rigoler, on va parler des impôts, mais bon, il y a des bonnes nouvelles quand même. Ça calme. Ça calme un peu, mais vous allez voir, on va avoir toutes les explications de Maître Geoffroy Aymonnet, notaire à Béton, sur cette réforme fiscale avec le prélèvement à la source. Bonjour Maître Aymonnet. Bonjour. Alors, enchaîner après ça, c'est pas facile. Absolument, je vous dis clairement. oui. Après les sirènes, après les chevaliers du fiel, oui, ça va être... Voilà. Alors, une précision d'abord, cette année, pas de changement. Nous paierons bien l'impôt sur nos revenus de 2017. On avait eu un espoir, mais non. Ouais. Oui, ça, on n'échappe jamais à l'impôt. Non, jamais. C'est le grand message. Ouais. Non, la réforme fiscale débute au 1er janvier 2019. Elle a été décalée d'un an, d'ailleurs. C'est pour ça que parfois, on se mélange un petit peu, on ne sait plus trop. Non, il y a encore une année. Ouais. Donc cette année, rien ne change. On paie nos impôts de l'année 2017, c'est-à-dire des revenus 2017. Donc, même système qu'auparavant, c'est le principe du décalage. D'accord. Alors, par contre, en 2019, l'impôt sera prélevé à la source, ce qu'on appelle en temps réel. Ça veut dire que l'impôt de 2019 portera sur les revenus de 2019. Oui, exactement. Voilà. Il y aura une synchronisation entre le revenu et l'impôt payé. On paiera en direct. C'est là l'objet même de la réforme. Finalement, l'impôt lui-même ne change pas vraiment. Les modalités de calcul sont les mêmes. On ne va pas payer plus, on ne va pas payer moins. C'est juste le recouvrement de l'impôt qui est modifié. C'est en réalité conforme à la plupart des grands pays. En Allemagne, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, on est déjà au prélèvement à la source. On s'aligne sur une pratique européenne, finalement. Absolument. D'accord. Il ne faut pas rêver d'échapper à 2018 pour autant. Non, je crois que le rêve, non, là-dessus. En ce qui concerne la confidentialité, parce qu'on se pose aussi cette question, est-ce que mon employeur sera au courant du coup de mes autres revenus ou de la situation de mon conjoint ? Non ? Alors, en tant que tel, ce n'est pas le contribuable, ce n'est pas le salarié qui doit donner à son employeur l'ensemble de ses revenus, le détail. C'est l'administration fiscale qui communiquera un taux de prélèvement. C'est-à-dire, en général, pour la plupart des salariés, ça sera entre 0 et 10%. Et l'employeur, lui, appliquera ce taux et déduira de la fiche de paie le montant de l'impôt directement. Donc, il y aura un salaire brut. On enlèvera des cotisations sociales comme aujourd'hui. Et on enlèvera en plus le montant de l'impôt calculé en fonction de ce taux.
D'accord. Alors, ce taux, on peut quand même se dire qu'indirectement, ça révèle des choses sur notre niveau de revenu ou le niveau de revenu de notre couple, quand même, quoi. Oui, c'est vrai, c'était une inquiétude qui était souvent relayée dans les médias, et on comprend bien pourquoi. C'est que l'employeur, connaissant le taux, connaît indirectement la composition patrimoniale peut-être de son employé. Donc l'État a imaginé un système qui permettra de dire à l'employeur je ne souhaite pas que mon taux soit communiqué, donc il y aura un taux non personnalisé. Et à ce moment-là, l'impôt sera prélevé au vu simplement du salaire directement. Ça sera ajusté en cours d'année parce qu'il y aura peut-être un écart. D'accord. Alors, quelles conséquences, du coup, pour nos revenus de cette année 2018 ? Est-ce qu'ils sont exonérés d'impôts ? Parce que ça, c'est un mythe aussi. C'est un peu comme les sirènes. On entend plein de choses. Alors, c'est la fameuse année blanche. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie, année blanche ? Année blanche, attention, c'est un peu en trompe-l'œil. Parce qu'effectivement, c'est une année qui ne sera pas fiscalisée en tant que telle, mais si on raisonne très simplement, on paiera quand même des impôts, puisque cette année, en 2018, vous payez des impôts sur 2017. Et dès le 1er janvier 2019, vous payez des impôts sur les revenus 2019. Donc l'État a imaginé simplement un système, parce qu'on a une année de trop. C'est vrai que si on payait encore des impôts sur l'année 2018, on aurait une année supplémentaire d'impôts. Donc l'État efface l'année en tant que telle, mais le contribuable, lui, n'aura jamais eu un mois en moins d'impôts. Il paiera toujours tous les mois son impôt. C'est juste ce décalage, cette mise en place du prélèvement à la source qui nécessitait d'enlever l'année. Donc il n'y a pas de gain réel pour le contribuable. C'est plutôt l'État, lui, qui va effacer une année dans ses caisses immédiatement. D'accord. Alors si 2018 est une année blanche, on pourrait peut-être être tenté d'imputer sur 2018 certaines rémunérations pour ne pas payer d'impôts finalement. Oui, c'est vrai. Alors l'État, là aussi, a imaginé tout un système, puisqu'il ne faut pas que l'État y perde au change, bien sûr. Le prélèvement à la source va surtout être impactant pour les revenus réguliers, donc tous les salariés, même les indépendants, d'ailleurs, on pourra en reparler. Mais tous les revenus exceptionnels continueront à être taxés en décalage. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous vendez des actions en 2018 en vous disant vaut mieux les vendre en 2018 puisque du coup c'est une année blanche, c'est-à-dire dont on ne tient pas compte pour le calcul, ça ne donnera pas un avantage particulier parce que quoi qu'il arrive, c'est en 2019 que vous paierez l'impôt dessus. Si vous avez une prime vraiment exceptionnelle ou un plan d'intéressement exceptionnel touché en 2018, ça sera quand même comptabilisé en 2019. Donc il n'y a pas d'échappatoire réel. Oui, c'est ça en fait. Aucune chance que ça marche. Et les crédits et les réductions d'impôts ? Ça sera maintenu. Crédit, réduction d'impôts. C'est vrai que beaucoup de gens se demandent si toutes les petites niches fiscales qu'il y a, les gardes à domicile, les choses comme ça, ça sera reporté dès 2019. Donc sans rentrer dans le détail des mécanismes, ça sera bien pris en compte. Alors en 2019, est-ce que les contribuables auront des démarches à effectuer ? Pas de démarche particulière. Dès cette année, en 2018, le simple petit changement, c'est ce fameux taux de prélèvement qui sera communiqué à chaque contribuable et qui servira aux employeurs dès 2019, qui sera inscrit sur la fiche de paie, qui servira à prélever. D'accord. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gagnants et des perdants dans cette réforme ou pas ? Très franchement, je pense que la réforme, elle est quand même assez favorable à tous pour une raison simple, c'est que déjà l'impôt sera bien ajusté en fonction de ce que l'on gagne en temps réel. Donc déjà ça, c'est un avantage, c'est qu'il n'y ait plus ce décalage, qu'on n'ait plus avec soi une dette fiscale de l'année passée, mais qu'on soit bien en direct. Donc tout le monde est plutôt gagnant et surtout, on sera gagnant le jour où on cesse son activité. Quelqu'un qui part à la retraite, là, en mois de janvier, quelqu'un qui malheureusement se retrouve au chômage au mois de janvier, ne paiera pas les impôts qu'il a sur le dos de l'année d'avant. Il arrêtera directement de payer ses impôts, ou en tout cas, il ajustera son montant d'impôt sur sa nouvelle rémunération, le retraité sur sa pension de retraite et le chômeur sur son indemnité. Donc il y a une meilleure finesse, en fait, dans le paiement de l'impôt. Merci, Maître Monnet, de nous avoir éclairé sur ce sujet ô combien concernant. Merci à vous. Bon, vous voyez, vous ne pouvez pas être rassuré, il faudra payer quand même des impôts en 2010. On n'avait aucun espoir là-dessus. Est-ce que vous avez des projets d'aménagement, les uns et les autres ? Peut-être de changer des choses dans votre maison Non, nous, on aménage sans arrêt. Vous aménagez les théâtres, le restaurant, on change des trucs. La déco, c'est capital. C'est capital. Justement, c'est ce que pense également Aurélie Vérité, qui est notre coach décoration. Ce matin, on va s'intéresser au séjour et à la cuisine. Bonjour Aurélie.
Alors, ce matin, vous allez nous présenter un projet d'aménagement de salon, séjour, cuisine. Rien que Voilà, ça. c'est ça, tout à fait. Pour une jeune famille qui vient d'emménager dans une maison en construction, une maison neuve, et qui avait besoin d'idées surtout, parce qu'elle a un grand espace de 50 mètres carrés à aménager et elle voulait se projeter un petit peu plus. Alors, quel est le projet du coup? Dites-nous tout, expliquez-nous. Alors, on va voir quelques photos. On a travaillé à partir de plans, vu que c'est une maison neuve, et puis la maison en construction, pour aider les personnes à se projeter. On va voir différentes photos pour voir un peu cette grande pièce de 50 mètres carrés. Pour eux, c'était important l'aménagement, puisqu'ils souhaitaient vraiment pouvoir tous se retrouver ensemble dans cet espace avec leurs 2 enfants qui sont assez jeunes. Et les enfants, il vaut mieux leur créer un petit espace pour que chacun ait sa place et que ce soit convivial. Alors, qu'avez-vous imaginé dans ce projet, justement? Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on a organisé la pièce à partir des plans. On va voir une vue de dessus. En bas, on voit l'escalier et la porte d'entrée dans la pièce. On a tout d'abord positionné la cuisine, puisque les arrivées étaient prévues à cet espace. Et puis ensuite, on a travaillé pour délimiter l'entrée du séjour. Donc après la porte, ici, on va créer une petite séparation qui n'était pas prévue dans la construction, mais pour bien isoler les 2 parties. Et justement, le séjour, on va le positionner en face et on va positionner le canapé de manière à ce qu'on puisse voir les gens qui arrivent dans l'entrée. Ça, c'est un petit conseil. Ouais, issu des méthodes Feng Shui, en fait, on dit qu'il vaut mieux être assis ou allongé dans une pièce, dans une chambre, mais ne pas avoir la porte derrière soi, sinon on est oppressé, on a peur du danger, donc c'est rassurant de voir le ce qui danger arrive. arriver. Exactement. Mais ça se retrouve dans les techniques d'aménagement. Et puis, on voit sa femme arriver comme ça. Voilà. Si on est sur le canapé avec mettons, une amie, voilà, on dit « Ah tiens !» voilà. La voilà. On ne peut pas dire « Mince !» Voilà. Pas de surprise. Ah, c'est bien. Non. Voilà. On a continué et la créatrice d'intérieur a une idée d'aménager sous l'escalier. Là aussi, des espaces et de créer justement un espace dédié pour les enfants avec une petite cabane. Vous verrez un peu plus tard des photos. Une petite niche où ils vont pouvoir mettre leurs jouets et puis venir bouquiner dans cet espace. Et au milieu, la table à manger, la partie séjour. Alors, sur quel style et quelle matière Alors, en fait, on a travaillé, là, ils cherchaient quelque chose de très épuré. Donc, voilà, la planche tendance un petit peu pour s'inspirer, donner un peu les grandes lignes. On est resté sur du blanc parce qu'ils voulaient vraiment quelque chose de clair. Mais on va rajouter des touches de beige, de gris, donc des choses assez légères pour quand même donner un peu plus de convivialité parce que toute une pièce blanche, sinon, ce serait peut-être un peu trop froid. Alors ce projet, il est très sympa. Après, bon, c'est question de budget aussi. Est-ce que cette famille a choisi de tout retenir, de tout aménager ou pas? Alors, en effet, quand on aménage comme ça toute la pièce, qu'on a des idées, ce qui est important, c'est de voir un petit peu les différents lots dans la pièce, la cuisine, le séjour, l'aménagement sous escalier. Et puis là, par exemple, pour cette famille, ils ont mis en place la cuisine. Et pour la partie sous escalier, ils ont gardé l'idée et ils vont essayer de le faire eux-mêmes, mais dans le temps. Un petit peu plus tard. Alors ça se fait souvent étape par étape. Est-ce que vous avez quelques photos à nous montrer? Oui, voilà. On va voir quelques exemples. Donc là, vue d'entrée avec l'escalier, le meuble d'entrée sur la droite et on voit la grande pièce ouverte avec la cuisine au fond. Voilà. Et puis là, le séjour, donc justement avec le canapé placé en face où on voit la porte d'entrée, les gens arriver et la luminosité de la grande baie vitrée. Et puis là, on va voir sur la gauche, en dessous l'escalier, du coup, des rangements avec cette niche qui a été imaginée pour les enfants, pour qu'ils viennent se réfugier et jouer et qu'ils aient un espace pour eux. Très sympa. Alors, est-ce qu'on a une idée du budget à peu près, du coup, retenu par cette famille? Alors là, par exemple, pour une cuisine aménagée comme ça, avec le coin snack, on est sur un budget à peu près de 5 000 €. Et sur le reste de l'aménagement, avec les tables, les chaises, la peinture, la décoration, on comptait à peu près 3 800 €. Et je vous ai ramené la tablette et les lunettes parce que je trouve que c'est sympa de voir un petit peu les projets. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Alors, on les voit. Vous me dites.
On est comme en immersion, oui, c'est impeccable. ça y est. Parfait, il ne faut plus bouger. On les voit en immersion. Voilà, ces Je projets. ne sais pas si vous avez déjà vu des projets comme ça sur tablette. Ça se fait de plus en plus et puis ça permet justement de se projeter, de visualiser. Puis on retrouve aussi dans des lunettes. Vous voulez essayer ? D'accord. Ah ouais, Allez, on met ça. c'est avec un smartphone. Voilà, c'est ça. On glisse en fait son téléphone dedans et puis avec un lien sur La le web. réalité augmentée. Voilà, c'est ça. Allez, vous nous dites ce que vous en pensez. Allez, Si vous voyez non. des sirènes, Francis, on s'inquiète. Par Non, contre. je vois un véhicule qui va trop vite. Ah, d'accord. Je vais les flasher. Bon, on vous laisse c'est avec super. votre- Non, c'est vrai que c'est bluffant quand même. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant. Est-ce que tu vois quelqu'un? Il n'y a personne qui... Ah, ça y est, les gosses vont à la niche. Super. Les gens arrivent, ça y est. C'est super. Merci beaucoup Aurélie pour tous ces conseils déco. On vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours. Merci. C'est maintenant l'heure du débriefing de la comédienne Catherine Bossard. Vous allez voir, elle est très inspirée. C'est notre sirène du jour, elle arrive. Bonjour, chère sirène. Bonjour, merci, bonjour. Un petit témoignage, c'est moi que vous aviez vu dans l'archive de l'INA. Je souhaitais avoir un enfant en 1965 et surtout qu'il ressemble à mon mari. Voilà, ça m'arrangeait étant donné que j'ai eu un enfant et le père n'est pas mon mari. Et comme je n'avais pas le canapé en face de ma porte d'entrée, il l'a découvert avant la naissance du petit que ce n'était pas son enfant. Puisque j'étais avec un Reaper à l'époque qui m'avait ramassé sur le trottoir et avec lequel j'ai vécu une grande aventure. Bref, changement de cap en 1965, je me réoriente vers la carrière de sirène, puisque oui, il n'y a pas besoin d'être forcément belle pour faire la sirène. C'est un peu comme le foot, il y a les catégories poussins, etc. Et bien aussi, dans les compétitions de sirène, il y a la catégorie lamentin, narval, veau de mer. Oui, non, mais c'est ça, il suffit de flotter pour être une sirène. Il suffit d'aimer l'eau et puis d'aller gambader. Donc c'est ça qui est important à savoir. Soyez toutes et tous des sirènes. En tout cas, qu'il pleuve, qu'il vente, je vous souhaite également beaucoup de bonheur. Et comme le disait le monsieur dans l'archive de l'INA, du bonheur pour les autres et surtout de l'argent pour moi. Merci beaucoup. En espérant que je ne sois pas trop imposée. On verra ça. On verra ça. Il n'y aura pas d'année blanche. Merci, Laurence. Merci, ma chère sirène. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci, bravo. Francis, merci Eric, les Chevaliers du Fiel, donc en représentation ce soir, un spectacle aux Libertés à Rennes et demain soir au Brest Arena à Brest, forcément. À Brest. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Nous, de notre côté, nous retrouverons l'édition des régions et puis Midi en France en compagnie de Vincent Ferniaud de toute sa bande. Ce midi, dans notre édition régionale, seront développés les titres suivants. D'abord, évidemment, il sera question de football avec la victoire du Stade Rennais hier soir en Coupe de la Ligue face à Toulouse. Non, mais là, Vous parlez moins de l'énorme tôle que vous avez pris contre le Qatar la semaine dernière. Forcément, mais on est chauvin, vous savez. On parlera également du Salon de l'étudiant à Rennes qui a ouvert ses portes ce matin. Et puis, d'étranges feuilles de pierre. C'est le secteur de l'imprimerie qui innove. Voilà, à suivre donc tout à l'heure, vendredi, demain. Donc, rendez-vous à 9h50. Voilà.